Ils ont perdu une chose, c'est l'image. Le foot, c'est très pratique quand même pour la politique, hein. Ça fait bien, ça fait gentil. France 98, Black Blanc Beurre, l'Afrique du Sud 2010, ou l'Afrique du Sud qui avait acheté le mondial d'ailleurs. Il y a toujours une récupération politique, hein. Il y a un gros problème. Mais pour les États-Unis, là. Bonjour à toutes et à tous. Et à l'occasion de la Coupe du Monde de football, le média vous propose un nouveau format, temps additionnel. Des éditos et des chroniques avec des interviews pour parler du mondial et des tensions sociales, politiques, géopolitiques sous-jacentes à cette compétition. Vous le savez, le Média TV ne dépend d'aucun milliardaire, c'est vous qui nous permettez d'exister. Pour que ce format puisse continuer d'exister et que d'autres puissent naître, le média est en lutte pour sa survie. Nous sommes proches de franchir le premier palier de 3000 donateurs mensuels. Alors rendez-vous sur cap.lemediatv.fr. Temps additionnel, c'est parti. C'est pas touché. On voit Zizou. Pourquoi les USA de Trump ne sont pas traités comme le Qatar ou la Russie ? Cette année, vous le savez, c'est le retour de la plus prestigieuse des compétitions de football, la Coupe du Monde. Cette édition est organisée entre les États-Unis, le Mexique, le Canada et des USA dirigés par le leader d'extrême droite, Donald Trump. Le CV est lourd, impliqué dans au moins 5 guerres depuis le début de son mandat. Création d'une police qui chasse les migrants, les exilés, l'ICE. Le droit des étrangers sont rabotés, ainsi que ceux des personnes LGBT. C'est une situation comparable à celle des précédentes éditions finalement, que ce soit en Russie ou au Qatar. La Coupe du Monde a été un outil pour redorer l'image de régimes autoritaires. Mais le traitement médiatique n'est pas le même pour les États-Unis, malgré des problématiques organisationnelles bien plus importantes. Les délégations des pays africains et asiatiques ont subi des contrôles arbitraires dès leur arrivée sur le tarmac. Des supporters africains ont été interdits d'entrer sur le territoire malgré des achats de billets et de visas. Un arbitre somalien a été exclu de la compétition. Des camps de base à chaque bout du pays pour un bilan carbone qui ferait pâlir la climatisation des stades qataris. Et l'énumération pourrait être encore plus longue. Alors l'atlantisme médiatique et politique des sociétés occidentales biaise-t-il nos perceptions ? Comment expliquer cette différence de traitement autrement ? On en parle tout de suite avec notre invité, le journaliste Romain Molina. Bonjour à vous. Bonjour à toi Romain et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, on voulait commencer par une question assez générale finalement. Quelle est la situation des sélections africaines et du Moyen-Orient et les sélections asiatiques aussi, étant donné que tu as révélé beaucoup d'informations sur tes réseaux sociaux sur la situation en ce moment. Elle est fluctuante, elle évolue au fil des jours en fait. À chaque jour, c'est une nouvelle surprise. On ne peut pas prévoir exactement ce qui va se passer, à part que on est dans l'incertitude et le deux poids deux mesures. Pour que les gens comprennent bien, l'équipe nationale irakienne, donc, qui s'est qualifiée à la Coupe du Monde par le biais des qualifications, donc il n'y a pas de souci. Lorsque la délégation arrive, je crois que c'était à l'aéroport de Chicago, il y a 2 personnes de la délégation. Ayman Hussein, donc la star irakienne, on va dire, c'est l'attaquant vedette qui a marqué le but de la qualification 40 ans après. C'est quelqu'un qui a en plus une vie pas forcément évidente. Son village, qu'il est né dans le nord de l'Irak, vers Kirkouk, a été tenu pendant des années par l'État islamique. Son papa, qui était soldat, avait été assassiné par Al-Qaïda. La personne qui l'avait plus ou moins découvert, le recruteur qui l'avait aidé dans ses jeunes années, a également été exécuté par Al-Qaïda. Et son frère a été kidnappé par l'État islamique, son frère aîné. Il est porté disparu à ce jour et tout porte à croire qu'il est mort parce que c'était il y a des années. Donc il a fait vivre sa famille en allant à Bagdad pour jouer un peu au foot, etc. Ça n'a jamais été le plus doué, mais peut-être celui qui travaillait le plus. Pour dire à quel point c'est un symbole de l'Irak, il a été reçu il n'y a pas longtemps par le Premier ministre irakien, et il est venu d'ailleurs en compagnie de sa maman, qui est l'une de ses dernières relatives en vie. Donc on parle vraiment d'une personne, c'est comme si j'évoquais Kylian Mbappé en France, Lionel Messi en Argentine, Cristiano Ronaldo au Portugal. Et il a été tout de suite appréhendé, mis dans une cellule pendant quasiment 7 heures, sans véritablement d'explication. Ils lui ont fait une fouille corporelle, du téléphone, tout ce que vous imaginez, avant d'être relâché, sans explication officielle. Officieusement, on dit qu'il y aurait eu une confusion d'identité. C'est marrant, ça arrive à un Irakien. Et on a également Talal Saleh. Alors Talal Saleh, c'est un photoreporter sportif, professionnel. Ça fait des années qu'il exerce. Il a couvert des Coupes d'Asie, des Jeux d'Asie. Il suit les clubs irakiens quand ils sont engagés en compétition internationale, la sélection irakienne. Et il a été mandaté, il a été désigné par la fédération irakienne pour être le photographe officiel lors de cette Coupe du Monde. La FIFA lui a donné son accréditation, il fait partie de la délégation. Ce monsieur, il a été retenu une dizaine d'heures dans une cellule également, fouille corporelle, son téléphone, tout ce que vous voulez. Et les États-Unis ont dit non, toi non. Et ils l'ont renvoyé au pays.
alors qu'il fait partie de la délégation officielle de l'Irak. Donc ça, par exemple, c'est du jamais vu. Mais c'est pour donner un exemple, parce que certains peuvent dire que l'Iran est officiellement en guerre avec les États-Unis, ce n'est pas le cas de l'Irak. Donc comment on peut expliquer ce choix arbitraire? Vous avez également parlé de l'arbitre somalien, choisi par la FIFA pour être parmi les 52 sifflets en Coupe du Monde, élu l'année dernière meilleur arbitre de la CAF, donc la Confédération africaine de football, qui a arbitré la finale retour de Ligue des champions africaine l'année dernière, qui a fait toutes les démarches, qui a même voyagé avec un passeport diplomatique facilité par l'ambassade somalienne de Nairobi. Ce dernier est arrivé sur place, il a été détenu dans une cellule pendant 11 heures avec interrogatoire, il vient de le révéler au New York Times, on lui a pris le téléphone, la tablette, les fouilles, ce que vous voulez, et on a dit non, on ne le veut pas, et on l'a renvoyé dans un avion pour la Turquie et ensuite pour Mogadiscio. Et la FIFA a dit non, mais on ne peut pas lutter contre les politiques migratoires. C'est très marrant parce que lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, l'obtention d'un visa pour ces dates-là était conditionnée au début à l'achat d'un billet pour la Coupe du Monde. Cette mesure ayant été n'ayant pas à la toute fin, juste avant le mondial, ils ont arrêté cette mesure, mais néanmoins, on a vu que la FIFA était clairement impliquée dans un processus migratoire lors de la Coupe du Monde 2022 à travers l'obtention d'une place liée à la Coupe du Monde. Mais pour les États-Unis, là, on ne peut rien dire. La FIFA, on va en parler tout à l'heure plus en détail et pourquoi Infantino permet à Donald Trump de faire tout ce qu'il fait. Mais tu citais l'Iran juste avant, là, rapidement. L'Iran aussi est particulièrement scruté, du coup, forcément, pour cette Coupe du Monde. L'Iran, c'est... Bon, déjà, les États-Unis ont essayé de peser pour qu'ils ne viennent pas. On rappelle que Donald Trump avait menacé l'équipe nationale iranienne en disant que pour leur sécurité, ce serait mieux de ne pas venir. Je tiens à rappeler que ce n'est pas une question d'États-Unis ou d'Iran. Là, on parle de football, on parle de joueurs de foot. Heureusement que c'est censé être apolitique, même si pour ça c'est la plus grande blague qui existe, que le football et le sport n'ont jamais été apolitiques. Donc les États-Unis ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer que l'Iran ne vienne pas. La FIFA, forcément, ça faisait très mauvais genre, donc a poussé à faire du lobbying. Les joueurs ont obtenu leur visa à l'ambassade américaine d'Ankara. Par contre, leur délégation, il y a une quinzaine de membres quasiment qui n'ont pas obtenu le visa. Alors autant le président de la fédération, Meditage, vu qu'il a une appartenance et une affiliation aux gardiens de la révolution islamique, vu les relations entre les deux pays, la guerre, on peut dire, entre les deux pays, je peux comprendre. Par contre, des analystes vidéo, alors bon, mais peut-être que la caméra, peut-être que c'est une caméra explosive, on ne sait pas, je ne sais pas. Mais ça pose souci. Aujourd'hui, nouvelle assez incroyable, il y a un quota de places en fait qui sont attribués aux fédérations qui est, je crois, ça équivaut à 8% de la capacité totale du stade. Et Pour les pour l'Iran, supporters. on leur a enlevé. Sans explication évidemment officielle, sachant que l'Iran, son camp de base qui était prévu aux États-Unis, finalement est au Mexique. D'ailleurs, la présidente mexicaine en a profité pour récupérer un peu cela politiquement. Mais c'est assez lunaire. On attend de voir ce qui va se passer au contrôle des frontières lorsque les Iraniens vont atterrir aux États-Unis. Ça risque aussi d'être assez incroyable. Et les Iraniens, en réponse, les joueurs sont venus avec un costume et un petit pins 168 en hommage aux 168 personnes mortes dans cette école iranienne bombardée par les États-Unis. Tu viens d'en parler sur les déplacements que va devoir faire l'Iran pour ces matchs. Il y a un gros sujet plus général sur les déplacements que vont devoir faire les sélections pour chaque match, avec des camps de base qui sont extrêmement éloignés et une compétition sur 3 pays. On se souvient à l'époque des débats sur le bilan carbone de la Coupe du Monde au Qatar, typiquement. Et il y a aussi cette condition qui a imposé à l'Iran de faire l'aller-retour en une journée. Si j'ai bien compris. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de version officielle. Ce que je sais, c'est que les Iraniens ont un visa multi-entrée et que selon le règlement FIFA, ils peuvent, c'est leur droit, de venir 1 à 2 jours avant s'ils jouent dans un stade qu'ils ne connaissent pas pour s'acclimater. Donc, est-ce que les États-Unis vont respecter ça? Parce que vu qu'ils ne respectent strictement rien, alors qu'on tient quand même à le rappeler que la FIFA, c'est comme le CO pour les Jeux Olympiques. Normalement, ils imposent ce qu'ils veulent aux nations hôtes. D'ailleurs, pour la Coupe du Monde 94 organisée aux États-Unis, les États-Unis ont signé une exemption fiscale pour la FIFA, par exemple. Donc ce sera assez curieux de voir si les États-Unis vont respecter ça, est-ce qu'ils pourront dormir sur le sol américain le soir. Je ne veux pas m'avancer parce qu'il y a eu 50 000 versions, mais il n'y en a aucune officielle. La seule chose qui est certaine, c'est qu'il y a quand même des conditions défavorables et il n'y a pas d'équité. C'est-à-dire que les équipes peuvent avoir un camp de base, etc., on va dire proche du lieu où ils vont jouer ou que sais-je encore. Les Iraniens, ils ont dû tout changer. C'est les seuls qui ont ce traitement-là. Donc encore une fois, ça interroge, mais bon, malheureusement, j'ai envie de dire, ça choque nous,
Mais la FIFA n'est absolument pas choquée, puisque je rappelle que l'année dernière, Gianni Infantino, le président de la FIFA, nous a dit tout le monde est le bienvenu, ça va être la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Et qu'en 2017, il répétait que, évidemment, les supporters et officiels des fédérations concernées seront en gros les bienvenus dans tous les pays, dans le pays hôte. Autrement, ce ne serait pas une Coupe du Monde. Mais bon, évidemment, de 2017 à 2026, ça a dû changer, j'imagine, dans sa tête. Et effectivement, on le dit là, il y a les conditions pour de nombreux pays très difficiles pour pouvoir profiter pleinement de cette compétition. Il y a d'autres problèmes en ce qui concerne les pelouses, d'autres problèmes en ce qui concerne même la billetterie ou les fameuses bouteilles d'eau dans les stades et autres. Est-ce qu'on est là, Romain, face à peut-être la pire organisation de l'ère moderne d'une Coupe du Monde? Et quand on dit Coupe du Monde de la honte, est-ce que ce sont des propos justes selon toi? Bon, je sais pas si c'est la pire. Au Qatar, vu le nombre de gens qui sont morts pour construire des stades qui après ont une utilité quand même bien relative. Mais non, on va les enlever. Vous savez, ils avaient sorti qu'après, ça va sortir en pièces détachées, que ça allait aider l'Afrique ou que sais-je encore. Chaque pays arabe croyait qu'il allait en recevoir un, d'ailleurs. Ah oui, bien sûr, oui. Mais c'est comme ceux qui croient au Père Noël, quoi. Mais par contre, en termes logistiques et d'organisation, le Qatar, ça a été exceptionnel. Mais on peut pas enlever tous les gens qui sont morts pour construire des stades dans des conditions inhumaines. Mais ça dépasse le débat du Qatar, puisque, bon, vous savez mieux que moi, le destin des travailleurs migrants dans les pays du Golfe en général, c'est un scandale. Mais bon, vu qu'ils ont de l'argent, faut rien dire. Parce que c'est pas seulement un problème qatari. Maintenant, en termes d'organisation et logistique, de l'histoire moderne, c'est la pire. Dans la politisation, c'est la pire, parce que j'ai jamais vu l'émir du Qatar ou Vladimir Poutine s'accaparer l'événement comme Donald Trump le fait. On peut critiquer Vladimir Poutine, l'émir du Qatar, on peut critiquer qui on veut. Il y a toujours une récupération politique. France 98, Black Blamber, l'Afrique du Sud 2010, l'Afrique du Sud qui avait acheté le mondial d'ailleurs, il faut quand même toujours le rappeler. Mais bon, ça a l'air de poser de problème à personne. Justement, Romain, rappelle-nous ça rapidement. Tu dis l'Afrique du Sud a acheté le mondial. Tu te bases sur quoi? Quels sont tes éléments pour dire ça? Des documents officiels de justice américaine Okay. et des témoignages officiels. J'ai plus en tête les versements, mais en tout cas, le Maroc était la nation qui aurait dû recevoir la Coupe du Monde, mais l'Afrique du Sud a fait quelques achats. C'est notamment passé par Jack Warner, qui était l'ancien patron de la CONCACAF. Okay. Donc, c'est l'Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, un Trinidadien. Et tout ça, j'en ai parlé dans un livre, j'avais tout détaillé, donc là, je n'ai pas en tête les montants exacts, qui s'appelle L'industrie du football 1, que j'ai sorti il y a 2 ans et demi, qui évoque comment les États-Unis récupèrent tout de la FIFA, qui évoque tout ça. Donc, en fait, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que la conséquence de ce que je m'évertue à dire depuis des années, parce que pour que les gens comprennent très simplement, outre la politisation, outre l'amitié entre Donald Trump et Gianni Infantino, et que le président de la FIFA, aujourd'hui, sert de lobbyiste pour des présidents à travers le monde et des chefs d'État comme Paul Kagame au Rwanda, comme le régime de Singapour, dont il est très proche également, ou Donald Trump, avant tout ça, c'est que les États-Unis, ils contrôlent plus ou moins la FIFA par les affaires juridiques. Oui, et depuis le FIFA Gate de 2015, ils ont obtenu Coupe du Monde des clubs, Coupe du Monde masculine, Coupe du Monde féminin en 2031, le nouveau bureau régional de la zone et délocalisation du département légal de la FIFA, ce qui est encore plus ironique, de Zurich à Miami. Plus prix spécial de la paix FIFA pour Donald Trump. Aucun autre pays n'a obtenu en 10 ans ce que les États-Unis ont obtenu. C'est-à-dire que même le Qatar, même l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite, ils ont sorti le carnet de chèques pour sponsoriser des événements et tout, même eux n'ont pas obtenu tout ce que la FIFA a attribué aux États-Unis. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et quand on se réfléchit, on comprend bien ce qui se passe. Je sais que tu en parles dans cette série d'ouvrages L'industrie du football. Du coup, tu as sorti le 3e récemment. Ouais, est-ce que tu peux nous détailler ces liens justement entre Trump et Infantino qui expliquent l'indulgence de la FIFA envers les États-Unis et ces rapports juridiques qui existent entre les États-Unis et la FIFA? D'accord. Alors, pour rappeler juste sur l'aspect juridique, parce que c'est important, je crois que c'est en 2015, la procureure générale des États-Unis, Loretta Lynch, fait une conférence de presse annonçant des arrestations, des mises en examen de multiples dirigeants du football international pour des affaires de racket, corruption, pot de vin depuis des décennies. Tout ça, c'est documenté. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette enquête, elle a permis au Trésor américain de récupérer des centaines de millions de l'argent qui ont été détournés, et ensuite ils les ont redistribués à la FIFA.
En gros, c'était une restitution parce que la FIFA était victime de ça. En aucun cas, le système juridique américain s'est attaqué au système. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que eux, ce qu'ils ont fait, ils ont pu le faire parce qu'à un moment donné, l'argent a transité dans une banque américaine ou avec un lien américain. C'est que le monde entier n'a ouvert aucune enquête. C'est-à-dire que ça se passait uniquement en Amérique latine, Amérique centrale, Amérique nord, Caraïbes, hein, les autres, non. Donc ça, c'est très drôle. Et deuxième point, les dirigeants ont changé, mais les méthodes sont restées les mêmes. Et en fait, la FIFA a tellement peur de ça, parce que je rappelle que la FIFA s'est fait poursuivre sur le modèle du RICO, qui est normalement réservé sur la justice américaine aux entreprises de type mafieuse. Oui. Donc à Zurich, ils n'étaient pas contents, ils ont fait du zèle, etc. Maintenant, on va m'expliquer comment, 10 ans après, la même procureure générale des États-Unis donne des conférences pour la FIFA, Loretta Lynch. Bon, évidemment, c'est rémunéré, hein, pour dire à quel point la FIFA est exceptionnelle aujourd'hui. C'est vrai que pour couvrir des abus sur mineurs, des matchs truqués, des affaires de corruption et de blanchiment, c'est vrai qu'en effet, je peux confirmer, ils sont très très forts maintenant aujourd'hui, ils le font peut-être mieux qu'avant. Mais ironie à part, le système américain, je sais qu'il y a eu plusieurs rendez-vous avec des dirigeants. Qu'est-ce qui en est sorti, j'en ai aucune idée. Mais je sais qu'à la FIFA, ils ont très peur des États-Unis, médiatiquement et juridiquement. Expliquez-moi juste une chose, si vraiment la FIFA, ils sont poursuivis sur la pire système américain, le RICO, et derrière vous récupérez tous deux, c'est quand même curieux. Et puis surtout, le département légal de la FIFA délocalisé aux États-Unis. Bon, ça a permis à la FIFA en même temps de laisser partir plus de 2 tiers des effectifs. Hein. Comme ça, les gros salaires, les salaires suisses et tout, ils étaient contents. Et vu qu'aujourd'hui, la FIFA, c'est une fédération internationale, non pas de football, mais pour l'idéologie de son président Gianni Infantino, qui a tué tout contre-pouvoir au sein même de son institution et qui a affaibli les organes juridiques avec l'aide évidemment d'autres dirigeants, et bien en fait, la FIFA aujourd'hui ne sert plus le football, mais les idées de Gianni Infantino. Or, ce dernier a politisé le football comme jamais, puisque lorsqu'il va dans un pays, à la base, en tant que président de la Fédération internationale de football, il devrait rencontrer le président de la fédération locale. On est d'accord. Oui. Sauf que lui, avant tout, il va rencontrer le chef d'État. Mm. Auparavant, Sepp Blatter, son prédécesseur à la FIFA, avec tous les défauts qu'il pouvait avoir, lorsqu'il rencontrait un président de République ou un chef d'État, il le faisait en compagnie du président de la fédération. Il ne le faisait pas dans son dos. Là, Gianni Infantino, il rencontre d'abord les chefs d'État, des fois les ministres, et ensuite le président de la fédération. Et donc, il a une fascination pour Vladimir Poutine. Poutine l'avait décoré, il ne faut pas l'oublier quand même, hein, à l'issue de la Coupe du Monde 2018. Il a une fascination pour Paul Kagame du Rwanda, qui est voilà, c'est le chef d'État le plus proche. Pour preuve en est, Gianni Infantino a fait publier par la FIFA une vidéo qui a fait un four absolu d'ailleurs, sur ses 10 ans de règne, j'ai envie de dire, à la tête de l'instance, où il a en fait fait une signature comme si c'était Diego Maradona, comme si le 10 c'était lui, pour montrer un peu le culte de la personnalité. Et Paul Kagame intervient dans la vidéo pour dire à quel point il est exceptionnel. Parce que je rappelle que Infantino va servir le narratif rwandais et que sa dernière élection s'est faite à Kigali d'ailleurs. Et Donald Trump. Et Donald Trump, c'est assez intéressant parce que comme j'expliquais dans l'industrie du foot 1, et ben en fait, c'est lui qui a permis à Gianni Infantino d'être reçu par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Parce qu'à l'époque, c'était tendu les relations entre l'Arabie Saoudite et la FIFA. Et puis il a cette fascination parce qu'Infantino, il aime être avec les puissants. Je rappelle qu'il est à la conférence du réchauffement climatique, au G20, au G7, et que pour suivre la ligne Trump, il a fait partie des accords d'Abraham. Je ne sais pas en quel hommage, mais le président de la fédération israélienne a écrit une lettre que j'ai en remerciant de son rôle dans les accords d'Abraham. Pas forcément étonnant, puisque l'une des premières choses matérialisées entre Israël et les Émirats Arabes Unis fut le transfert d'un joueur israélien arabe aux Émirats Arabes Unis. Le foot, c'est très pratique quand même pour la politique, hein. Ça fait bien, ça fait gentil. Ensuite, Infantino était là en Égypte lors des accords de cessez-le-feu pour Gaza. Et lors du congrès général de la FIFA de 2025 qui se tenait au Paraguay, il est arrivé 2 ou 3 heures en retard parce qu'il était dans l'avion avec Donald Trump. Et je tiens à rappeler qu'il a participé aussi au Make America Great Again, qu'en même temps il fait des placements de produits pour des marques de hamburgers aux États-Unis et qu'il fait des grands trucs avec les influenceurs parce que voilà, notamment quelqu'un qui s'appelle Speed. Oh, mais je vais vous amener Ronaldo, etc. Oui. Speed. Avant son ami, celui qui salait les viandes, là, je sais pas comment il s'appelle. Voilà, en fait, c'est ça le monde de Gianni Infantino. C'est un monde un peu grotesque où se mélangent des pseudo-stars, des pseudo-influenceurs et les chefs d'État les plus puissants parce que, comme il dit, je suis à la table de l'homme le plus puissant du monde. Et ça, là, on est très content. Ouais, ça, et au point où il donne un prix Nobel, prix Nobel de la paix à Trump. Voilà, c'est juste que ça va jusque là en fait. Non, mais c'est ubuesque. Sa fascination pour les gens de pouvoir. Non, mais c'est ubuesque. Réellement, quand on réfléchit, en fait, j'en veux même pas Infantino. Bah, tous les autres présidents, ils ont pas honte. Les autres présidents de fédération, ils ont pas honte de voter pour un mec pareil. Ils ont pas honte. Sachant qu'en plus, autre chose, pourquoi il adore l'Afrique, Infantino? Bon, c'est évidemment des votes pour sa réélection, soit. Mais il y a un autre point, c'est qu'il est accueilli avec le tapis rouge.
On lui donne des distinctions. Il a été décoré au Nigeria, en République du Congo. Donc il adore ça. En Centrafrique, c'était le premier ministre de l'époque qui l'avait décoré. La République centrafricaine est quand même l'un des pays les plus pauvres au monde. Ce monsieur est venu à Bangui, il y avait des panneaux à sa gloire, etc. Et il a eu l'outrecuidance de dire devant les médias locaux, alors je vais l'imiter parce qu'en plus il a un phrasé très théâtral. Le football est la chose la plus importante du monde. Donc Bangui, aujourd'hui, est la capitale du monde. Mais le roi du monde est en visite à Bangui, donc vous êtes de la capitale du monde. C'est pour que les gens comprennent à quel point il est tout puissant, et je le tiens à le rappeler. Hein. Oui, il y a des gocentrismes. Non, mais quel est le seul organisme au monde non étatique qui a autant de puissance que la FIFA? C'est vrai qu'il n'y en a aucun qui peut se Il y en a revendiquer une telle influence auprès des Il y en a chefs aucun. d'État et des premiers Mais ministres. il lui déroule le tapis rouge, l'exemption fiscale, le ci, le là. Alors là, il laisse Trump faire ce qu'il veut, l'administration Trump. Mais globalement, ils ont ce qu'ils veulent des pays. Regardez le Canada. Le Canada, c'est saigné. La FIFA annonce des retombées économiques qu'elle-même fait produire par un cabinet, sachant que c'est la FIFA qui paye. Vous doutez bien que le cabinet va donner les résultats que la FIFA veut entendre. Oui, ça va générer des milliards. Ça va générer des milliards de quoi? Par exemple, pour la ville de Vancouver, je crois, il y a une enquête qui est sortie que la note va coûter plus de 700 millions à la ville de Vancouver. Mais du coup, que gagnent les chefs d'État? En fait, dans l'autre sens, je vois bien l'intérêt d'Infantino. La médiatisation unique que procure la Coupe du Monde, c'est comme les Jeux Olympiques d'été. Est-ce que C'est l'ego, c'est de l'ego. Et puis en même temps, Infantino va asseoir leur politique. À la grande différence, c'est que la Coupe du Monde en Russie a été un vrai succès pour la Russie, globalement. Même pour les gens qui... Je veux dire, le fan de foot qui a envie de se faire plaisir, on va pas lui reprocher d'aller supporter son équipe, etc. Ben, souvent, ils ont été contents de visiter la Russie, parce que c'est sympa la Russie. Et on peut dire ce qu'on veut de la politique russe, mais la Russie, c'est un pays historique qui est magnifique. C'est une réalité. Les gens qui sont allés au Qatar, ben, ils étaient contents. Par contre, là, aux États-Unis, on n'a pas le droit vraiment d'y aller. 2, ça coûte un prix ahurissant. C'est le seul pays qui trouve le moyen de se créer une mauvaise image à travers la Coupe du Monde, et ça, c'est remarquable. Parce que normalement, t'arrives toujours à t'en sortir à un moment donné. Mais eux, ils disent, mais je trouve ça exceptionnel. Mais c'est vraiment bravo, fallait le faire. Justement, en parlant des prix exorbitants, est-ce que finalement, cette Coupe du Monde permet peut-être aux moins informés de se rendre compte à quel point la FIFA est avant tout une entreprise commerciale qui est prête à tout pour engranger un maximum de bénéfices, quitte à ruiner, entre guillemets, les vrais fans de foot? Mais non, mais le fan de football, c'est une vache à lait. C'est bon ça, et encore un peu, tiens. Tiens, prends un petit hot dog à 15 $. Prends une bouteille d'eau à 10 $. Ah non, mais vu qu'il y a eu scandale quand même médiatico-populaire sur les bouteilles d'eau réutilisables en plastique que les gens n'avaient pas le droit d'amener, ils ont changé. Parce qu'en fait, ils ont perdu une chose, c'est l'image. Le problème étant que la FIFA parvient à corrompre de manière morale au minimum les gens du milieu du football. Et donc, en fait, tout le monde se tait. C'est-à-dire, globalement, tout le monde se tait. Et parce que je vais même pas parler de ça. La FIFA, et je peux en parler parce que c'est moi qui ai mené toutes les enquêtes, c'est moi qui ai ramené des victimes devant la commission éthique de la FIFA, c'est pas XY, c'est moi qui l'ai fait, donc je peux en parler clairement. La FIFA a couvert des affaires d'abus sur mineurs à travers le monde. Donc on peut me parler de l'arbitre, c'est pas bien, hein. Mais quand vous avez une institution qui sciemment va couvrir des pédocriminels à travers le monde, qui va soutenir Mordicus, le président de la Fédération du Gabon, qui a fait 6 mois en prison à l'époque parce qu'il avait été accusé d'avoir couvert des réseaux pédocriminels, et je peux vous le dire, il l'a clairement fait, qu'ils l'ont soutenu pour jamais le suspendre, qu'il y a une enquête indépendante réalisée qui a conclu à la suspension immédiate de ce monsieur, ils ont fait quoi? Ils ont arrêté le contrat des enquêteurs qui se terminait le mois d'après pour garder le mec. Il est sorti de prison, la première chose qu'il a faite, ils l'ont invité à la Coupe du Monde 2022. Et ça fait pas un scandale mondial. Donc à un moment donné, on vit vraiment dans une société, excusez-moi, où il y a un gros problème. Parce que là, je peux tout entendre, mais quand on en arrive là, quand on arrive à protéger le président de la Fédération d'Afghanistan qui truque les matchs, et qu'on le protège, il faut protéger l'ami d'Afghanistan. C'est vrai que Youssef Kargar, c'est quelqu'un qui fait bien avancer le foot dans son pays. Qu'il y a des preuves effarantes de corruption, qu'il a volé de l'argent à la FIFA. En gros, il présente une facture, admettons, de billets d'avion de 30 000 $. Non, admettons, allez, 30 000 $. La vraie facture, elle fait de 30 000 $. Et lui, il va leur présenter une facture de 70 000. Et le reste, il se le met dans la poche. Ça, la FIFA là, la commission éthique là, et je sais comment ils l'ont. C'est moi qui ai mis en contact les personnes qui avaient les documents. Donc ils peuvent pas dire, ils l'ont pas. On l'a publié dans le Guardian, mais non, c'est pas grave. Tant que ça fait pas un scandale au niveau international, on continue. Donc c'est une entreprise de type mafieux qui est soutenue par les États-Unis également et par tous les pays au monde. Personne ne va avoir de problème avec la FIFA. Et la FIFA va menacer des États ici et là
sous l'autel de l'ingérence publique. Récemment, ils ont menacé le Népal, notamment, qui a voulu s'en prendre à la fédération pour certaines malversations. On va menacer le Népal. Ah oui, c'est les petits pays, on menace. Bon, par contre, quand la Chine a mis le nez dans les affaires de la fédération pour match truqué, corruption et pot de vin, là, par contre, ils n'ont pas eu l'outrecuidance de menacer la Chine. Hein. Donc, on remarque toujours que c'est 2 poids 2 mesures. En parlant de ce 2 poids 2 mesures, à l'échelle des, on va dire des médias, des médias alternatifs ou indépendants, on parle de ce qui se passe actuellement aux États-Unis, mais on a l'impression qu'il y a quand même, à l'échelle des médias mainstream, globalement, une différence de traitement avec la Coupe du Monde, la Coupe du Monde au Qatar ou la Coupe du Monde en Russie, où à l'époque, c'était... Même au Brésil, hein. Ou même au Brésil, il y avait une époque une interpellation des personnalités politiques sur la question. Est-ce que tu la ressens, cette différence de traitement ? Bon, pour ça, il faudrait que je regarde les médias mainstream. J'ai pas non, mais j'ai pas mon avis vaut rien. Je vais juste dire une chose très simple. Si vraiment les gens dans ces médias-là avaient quelque chose, on va dire, un intérêt pour comprendre, je parle notamment des médias francophones, oui, j'imagine qu'ils m'auraient passé un coup de téléphone pour bosser dessus, tu vois. J'en ai jamais eu. Donc là, tu vois, je fais un truc avec CNN, par exemple, sur des affaires d'abus sur mineurs. Sport News Africa, enfin voilà, des fois le Guardian, mais en termes de francophonie hors Sport News Africa, qui est un média panafricain, voilà, donc je sais très bien. Je sais très bien qu'en effet, malheureusement, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, on parle de Coupe du Monde de politisation. Les médias, en général, ont été très gentils sur 2014. 2014, rappelez-vous à l'époque, ça a vraiment servi le Brésil. Ça a été très très politisé pour essayer de donner une bonne image du Brésil, etc. et tout. Donc on voit que tous les événements, c'est la même chose. Mais qu'il y a quand même, oui, un traitement à 2 vitesses, j'imagine bien. Enfin, moi, je le vois à titre personnel. C'est que dans la francophonie, en tout cas, moi, on m'a jamais passé un coup de téléphone. Ouais, tel sujet nous intéresse. Non, rien. Enfin, ça veut quand même dire beaucoup parce que je comprends que mon discours, qui est factuel, hein, c'est-à-dire que tout peut se retrouver, bah, c'est sûr que s'il a une diffusion à plusieurs millions de personnes, je pense qu'en effet, ça pourrait faire ouvrir les yeux à beaucoup de gens, par contre, ce qui est un peu dommage. Parce que, qu'on aime ou pas, je parle de protection d'enfance quand même. Qu'une des plus grandes organisations du monde, les plus puissantes, n'est pas capable de faire. Molina, merci d'avoir été avec nous, nous avoir donné différents éléments avant le début de cette Coupe du Monde aux États-Unis, Canada et Mexique. On va suivre ça de près et nous-mêmes, avec ce nouveau programme temps additionnel, tout au long de la compétition, on va essayer d'apporter aussi notre éclairage avec tout ce qui peut être socio, politique et ainsi de suite. Donc merci d'avoir été avec nous, Romain. N'oubliez pas... Cap sur 10k.lemediatv.fr pour continuer de nous soutenir et nous permettre de faire exister ce format et d'autres. Merci et je vous laisse avec la suite des programmes du média.